Deuxième point de vue sera la voix d'un chercheur. Donc la voix un différent point de vue sur la même question, sur ce monde qui est en évolution et que nous espérons évoluer dans le bon sens. Donc c'est le fondateur de Siri. Donc Siri, juste pour être clair, ce n'est pas le petit robot dans votre iPhone qui répond à toutes vos questions les plus farfelues. Non. Siri, c'est donc le Collective Intelligence Research Institute. Mais si il y a quelqu'un qui a des réponses aux questions qui nous préoccupent sur comment est-ce qu'on peut profiter des évolutions de l'intelligence collective, des technologies, des pratiques, des monnaies, comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre société, c'est bien lui. Je vous présente Monsieur Jean-François Noubel. Merci. Bonsoir, alors je vais voir déjà si la présentation c'est bon, on est branché, donc merci, vraiment ça me fait très très plaisir de me trouver là. Alors en fait je vais essayer de parler ce soir simplement des grands sujets qui nous animent. En fait les passer un petit peu par le menu, et puis après, bien dans les jours qui viennent, chacun va pouvoir les développer. Alors est-ce que j'ai accès ici, juste un petit essai. Il y a 2 mois, je me trouvais donc à New York, d'ailleurs en compagnie de Catherine et puis quelques personnes de l'équipe du Siri. Et on se trouvait justement au siège social d'une grande compagnie de parfumerie cosmétique avec à gauche à la table des gens de l'industrie et puis à droite des représentants des peuples premiers. Et l'idée, c'était d'établir bien sûr un dialogue, de voir comment on pouvait mettre de manière pratique ce protocole de Nagoya, un peu une usine à gaz très très complexe, avec quand même des éléments pratiques très tangibles, je veux dire, dans l'application, notamment le revenue sharing, le access to prior consent, donc que les gens évidemment soient d'accord sur ce qu'on va faire sur leur territoire. Donc il y a des aspects extrêmement pratiques à mettre en place. Et donc, il s'agissait justement de parler de manière pratique. Et mon rôle, ma présence dans cet événement consistait à justement voir quels enjeux en fait d'intelligence collective on peut voir. Et à un moment, ça venait à peine de commencer, un des participants de l'entreprise dit voilà, il commençait à évoquer le supply chain. Supply chain. Tout le monde connaît ça dans l'entreprise. Et là, j'ai levé mon petit drapeau, j'ai dit attention. Voilà justement typiquement un moment où sans s'en rendre compte, on injecte un ADN culturel dans la conversation et tout le monde le reprend sans s'en rendre compte. Supply chain. Finalement, rien qu'en disant ça, si je dis supply chain, j'amène dans la conversation une vision linéaire du monde. Il y a une chaîne. Et de manière plus étendue, on retrouve finalement dans tout le vocabulaire de l'intelligence collective pyramidale de cette société qui nous caractérise depuis l'invention de l'écriture, eh bien, on retrouve un langage et une description du monde, premièrement extérieur à nous, on voit le monde plutôt comme une réalité extérieure, et d'autre part, une vision, un langage de prévisibilité du monde, dans des causes et des effets. L'essentiel de notre langage se structure autour de ça et on le retrouve bien sûr très naturellement dans le monde de l'entreprise. Donc supply chain, mais aussi si on regarde le monde de l'entreprise, on a une entreprise lambda ici, comment elle se voit, comment elle se perçoit? Eh bien, elle se perçoit avec en amont des ressources et puis en aval, un marché, le truc le plus basique qui soit. Mais là aussi, justement, déjà si je dis le mot ressources, ça veut dire que dans mon psychisme à moi, je perçois quelque chose que j'appelle ressources qui, par définition, n'a plus de vie, puisqu'il s'agit de ressources. Donc les ressources, je peux en faire ce que je veux. Ressources humaines, ressources minières, ressources naturelles, peu importe, ressources. Et puis, en aval, j'ai un marché. Un marché, cette espèce de grande bouche dans laquelle je vais envoyer des produits, créer du désir, etc. Et finalement, dans le modèle classique de l'organisation à intelligence collective pyramidale, si j'en parle en tant qu'entité vivante, en tant que tout, je ne parle pas des personnes, je parle de l'entité vivante, elle a encore une structure de conscience finalement extrêmement primaire, égocentrée. Il y a des ressources en amont et puis un marché en aval. Et on a ce schéma-là. Alors, je reviens à notre conversation à New York.
Et finalement, en discutant un petit peu, chacun a pris conscience qu'on pouvait déjà utiliser un autre terme que supply chain et toutes ces questions de ressources et de marché, et qu'on pouvait passer, en fait, à un modèle complètement circulaire, à savoir des gens qui vont éventuellement penser une idée ou un produit, des gens qui vont le concevoir, des gens qui vont le fabriquer, des gens qui vont le vérifier, le soutenir, et puis des gens aussi qui vont faire passer le mot. Et là, on a une vision complètement circulaire. Et finalement, au cours de cette conférence, on s'est entendu sur le terme de wealth circle, de cercle de richesse. Et voyez comment, simplement en changeant un mot ou en changeant un concept, on change complètement notre vision des choses. Et donc, ça touche au premier élément de ce qui va constituer notre espace Centifolia. On va vraiment toucher au mot, à savoir l'ontologie. L'ontologie, c'est ce qui fait monde. Avec les mots, on fait monde, on construit des réalités et on ne peut pas penser le monde de demain en utilisant les mots d'avant. De même qu'on n'a pas construit des avions avec tout le vocabulaire de la voiture à chevaux ou du train. Il a fallu inventer de nouvelles choses. Eh bien, on doit l'inventer, ce vocabulaire, et on va s'y atteler pendant ces 2 jours et demi qui viennent. Autre sujet qu'on va voir, bien sûr, ça vous le savez, l'intelligence collective. À savoir, alors l'intelligence collective, je le précise, il ne s'agit pas d'une méthode. L'intelligence collective relève d'une propriété de la vie. Il n'y a pas de vie sans intelligence collective. Donc on ne dit pas on va faire de l'intelligence collective, mais on va par contre utiliser, pendant Centifolia, des techniques d'intelligence collective qui vont faire émerger notre intelligence collective. À la fois dans notre salle, entre nous, on va donc changer des codes sociaux, nos rapports entre nous. Vous verrez par exemple, pour ceux qui restent pour Centisophia, on va aller dans le corps, on va faire bouger nos corps. Parce que ça change nos rapports, ça casse les codes sociaux, ça nous fait penser différemment, ça nous fait imaginer différemment. On va donc créer des conditions d'intelligence collective ou d'émergence. Et puis l'intelligence collective aussi, bien entendu, eh bien les structures. On passe de l'intelligence collective pyramidale, celle qu'on a connue depuis l'invention de l'écriture, qui a fait son travail, qui a mis ensemble des millions de personnes, pour le meilleur et pour le pire, et qui aujourd'hui se heurte à un mur de complexité. Il y a tellement de complexité que ça y est, le vivant social doit se réinventer, faire de nouvelles choses. Donc on va en parler. On va aussi parler, vous entendrez ce terme, parler de conscious markets, les marchés conscients. Et oui, avant un marché, justement, on disait marché, cette espèce de chose ignorante, cette grande bouche là qui absorbe les choses qu'on lui envoie, suivant des signaux, en créant le désir, en faisant de la communication, souvent en mentant aussi, ou en rajoutant un petit peu. Mais là, un marché conscient, on commence à le voir de manière très pratique. Vous avez par exemple des applications sur des smartphones qui vous permettent aujourd'hui de scanner un produit et d'avoir immédiatement une note sur ce produit, une note environnementale, une note sociale, une note de santé et plein d'autres choses encore. Et toute l'histoire éventuelle du produit. Autrement dit, vous avez cette conscience de toute la chaîne qui a permis, ou ce cercle justement, mais peut-être cette chaîne dans le paradigme qui a amené ce produit devant vous. Un marché conscient eh bien, fait que chaque achat ou chaque geste devient un vote. On peut voter 50 fois par jour si on veut. Un marché conscient est fait de gens qui comprennent et qui savent ce que le tout, le collectif, est en train de faire. Autrement dit, ma tribu, celle à laquelle je me sens appartenir par les valeurs, les comportements, non seulement elle sait ce que je fais, mais je sais ce qu'elle fait. Il y a un lien dynamique permanent. On va en parler donc de ça. Autre chose que vous entendrez aussi, l'économie de l'expérience. L'économie de l'expérience, là, nous fait vraiment passer avant des marchés de l'objet ou du service, donc où le business model consiste à vendre plus, forcément. Quels que soient les secteurs d'activité, il faut vendre plus. Eh bien, là, ça change complètement dans l'économie de l'expérience, puisque là, les gens vont chercher à construire une expérience. Ramener à la cosmétique parfumerie, ma relation avec les marques à l'avenir, déjà, doivent se fonder sur la confiance. Je dois avoir une confiance absolue en elles. Donc, ce qu'elles me disent, elles ne doivent pas me raconter de bobards. Elles font une erreur, je dois le savoir. Elles doivent le dire, elles doivent l'assumer. Et là, la confiance naît. Tout le monde peut faire des erreurs. Dans l'économie de l'expérience, le but ne consistera pas à acheter plus ou à vendre plus, mais à construire une expérience, donc, avec une marque. Peut-être que, justement, je vais m'intéresser à mon bien-être, à ma beauté physique, mais pas nécessairement en achetant des produits, mais en communiquant avec ma tribu et avec un certain nombre de marques qui vont favoriser ce dialogue, qui vont me donner des outils
pour aller vers ce cheminement que j'ai décidé d'avoir, qui vont m'en donner à moi, qui vont en donner aussi à la tribu, qui vont aussi favoriser, qui vont avoir une relation de permaculture avec cette tribu. Donc on est bien loin du modèle industriel où on pousse des choses. Là, on joue sur les forces subtiles, on devient fractal, on comprend les effets papillons. On voit bien que les conditions initiales de démarrage vont complètement changer la suite. Voilà cette économie de l'expérience dont on va parler. Alors évidemment, l'argent, bien sûr, aujourd'hui, et dans le monde de l'intelligence collective pyramidale, reste la technologie centrale pour l'économie de marché, pour faire circuler les biens et les services. On va en parler, mais on va s'apercevoir très vite que, évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a la notion de la richesse qui constitue le thème d'aujourd'hui et de ces prochains jours. Et la richesse, c'est même la richesse dite intégrale. Intégrale, pourquoi ? Parce qu'on sait très bien, justement, et on en parlera aussi, que la richesse, c'est bien d'autres choses, la confiance, la joie, le plaisir de l'instant. Mais c'est aussi des choses qu'on peut mesurer. Une diversité dans un écosystème, la qualité justement d'un produit, on peut mettre en place des critères. La richesse, c'est plein de choses qui n'ont rien à voir avec l'argent. Mais comment est-ce qu'on peut développer un langage de la richesse et des outils qui nous permettent de la voir tous ensemble, au-delà du dialogue entre personnes dans un petit groupe? Voilà, eh bien on va parler de richesse intégrale. Et bien sûr, ça a déjà été évoqué, donc je ne vais pas m'étendre dessus, ces valeurs universelles, on appelle ça les valeurs primaires, hein, le beau, le bon, le vrai, on y reviendra, j'en parlerai encore un petit peu demain, qui nous donnent une boussole pour naviguer et qui nous donnent aussi des cadrans, hein, un tableau de bord pour prendre des décisions, individuellement et collectivement. On a un outil, là je dis bien universel, à savoir que ces trois valeurs transcendent les différences culturelles. Elles existent dans chez tout être humain et chez toute culture. Plutôt intéressant. On parlera aussi de gamification, en français, hein, ludification, comment l'acte de jouer, qui finalement relève de l'acte le plus naturel qui existe en nous, eh bien comment dans le jeu, on peut résoudre des problèmes complexes, et on peut construire de la richesse, on peut développer des gouvernances extraordinaires. Ça, je le vois notamment avec mon garçon, mon fils Esteban, qui est ici présent, qui joue par exemple à un jeu qui s'appelle Minecraft. Ils construisent en ligne des cités entières. Alors des sortes de Lego, hein, très complexes, beaucoup plus complexes que le jeu de Lego, ça je vous garantis, mais qui font que des cités entières émergent avec une créativité artistique énorme. Et ensemble, ils prennent des décisions très complexes. Ensemble, ils bâtissent des cités. Alors certes, encore non physiques, mais croyez bien que le processus se trouve là et bien là. Et donc on voit à travers ce processus des richesses émerger, du narratif social qui se construit, des expériences réelles interpersonnelles. Dire que tout ça reste virtuel, ça je l'entends de la bouche qui ne connaissent pas, c'est des gens qui ne connaissent pas cette expérience. Il s'agit d'expériences humaines bien réelles. On parlera de tribus aussi, tribes. Alors les tribus, là aussi, on ne fonctionne plus dans une logique on appartient ou on n'appartient pas. Fini les logiques binaires. On se trouve dans des mécanismes de reliance, plus ou moins. On se trouve dans des contextes de liens sémantiques. Comment est-ce qu'on fait pour détecter ces liens sémantiques? Comment est-ce qu'on fait pour détecter ce narratif qui va constituer une tribu? Et en tant que personne, je peux appartenir à 20 tribus différentes. Comment est-ce qu'on apprend à détecter, à dialoguer et à faire de la permaculture avec ces tribus, justement? Comment vont faire les marques demain? Eh bien, on va en parler aussi. On parlera aussi justement du narratif, parce que le narratif constitue l'élément le plus universel, le plus humain qu'on puisse connaître, parce que dans une histoire, quand on se raconte une histoire, on fabrique une réalité, on construit un monde. Dans le narratif, il y a le mythe. Dans le narratif, il y a les archétypes. Dans le narratif, il y a 1001 expériences qui se partagent. Quand j'écoute un narratif, je peux me relier à ce que me dit la personne de la façon dont j'ai envie. Une personne qui narre quelque chose ne force rien chez l'autre. Elle permet à l'autre de se mettre en situation d'écoute et de choisir son lien et sa relation avec le narratif. Comment allons-nous construire des narratifs? Eh bien, on va là aussi faire ça pas plus tard que demain, déjà, ici entre nous, et voir comment tout ce narratif, toute cette expérience se construit sur Internet. Et puis, on finira avec quelque chose d'extraordinaire. Je n'attends qu'une chose, réécouter parce que je l'ai écouté en répétition, Pavi Mehta qui vient de Californie et de tout un réseau de gens dont je connais une bonne partie, de gens extraordinaires qui ont compris que
l'économie du don, et que je préfère appeler l'économie asymétrique, à savoir on donne quelque chose, on reçoit d'ailleurs, mais il n'y a pas la symétrie comme l'économie de marché. On donne et ça part quelque part, au coin là, ça tourne, ça va dans le monde, et puis à un autre moment ça revient. Mentalement, on ne peut pas comprendre l'économie du don, trop complexe. Par contre, quand on y va dedans, et croyez-moi, je m'y attelle personnellement, eh bien on réalise, je veux dire, toute la réalité change. On s'aperçoit vraiment que quand on donne, ça vient ailleurs. Et il y a vraiment, on n'a pas besoin d'être dans un petit village ou une petite communauté pour ça. Ça revient ailleurs. Il se passe des miracles. Eh bien, voilà. Maintenant, il s'agit plus simplement de parler d'expérience dans le vague, là, comme je le fais maintenant. Pavi va vous parler de hard facts. Vous montrer comment ça se met en place très concrètement. Et ça va beaucoup plus vite que les organisations classiques. Et que les résultats derrière, en termes de bilan richesse, deviennent absolument incroyables. Donc, on va parler aussi de tout ça. Voilà, donc merci. Et je propose que let's evolve pour ce soir. Merci beaucoup.